Ok, bienvenue, on est parti sur cette nouvelle série sur .NET Core 6 avec Blazor, le framework qui permet de faire des applications web avec la technologie .NET et C#. Donc ça, c'est assez vendeur pour tous les développeurs C# et .NET, puisque fini enfin le pattern déjà MVC qui est laborieux, on peut se l'avouer maintenant. Ça fait plaisir d'avoir des alternatives. On va découvrir cette technologie ensemble et vous allez voir que c'est assez accessible et assez facile finalement. Bien plus facile que MVC à prendre en main. Donc on est parti, on rentre dans le vif du sujet. C'est parti pour Blazor épisode 1. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors déjà, pour commencer, il va vous falloir Visual Studio, évidemment, d'installer. Visual Studio 2022. Alors, VS Code, ça fonctionne très bien aussi. Mais pour l'instant, nous, on va partir sur Visual Studio, puisqu'évidemment, il va nous aider. Ça va être un petit peu plus facile pour les novices, pour les plus débutants d'entre nous. Ok, on est parti. On va créer un nouveau projet, un projet Blazor. Alors avant ça, on va aussi vérifier pour ceux qui n'auraient pas .NET d'installer sur leur machine. Comment on vérifie que .NET est installé? On ouvre une commande PowerShell ou CMD. Ça doit marcher CMD, je ne suis pas sûr, mais PowerShell. Prenez PowerShell et on tape .NET-version. Et là, si vous avez une version d'installer, elle va vous le donner. Alors, je vous conseille d'être à la dernière à jour, au moins à la 6 à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc 6.0.401, c'est la dernière version à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc septembre 2022. Ok, une fois que c'est fait, on est sûr qu'on a .NET d'installer. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va lancer un nouveau projet. On va aller dans Nouveau projet, Créer projet. Et là, vous allez voir que vous avez deux types de projets Blazor. Et là, ça commence déjà à se compliquer. Non, je vous rassure, c'est excessivement simple. Pardon. Alors, en fait, je vais vous expliquer très vite la différence dans les grandes lignes entre Blazor Server et Blazor WebAssembly. Pourquoi je vous l'explique dès le début? Parce que vous allez voir que c'est très important pour une question de sécurité et de facturation. Il faut bien comprendre la nuance avant de partir sur le choix, même si, je vous rassure tout de suite, si vous êtes trompé, vous pouvez très facilement, même très facilement, migrer de Blazor Server à Blazor WebAssembly. Donc pas de trouble de ce côté-là, mais il vaut mieux quand même que vous connaissiez la différence. Alors on va commencer par le plus classique qui est l'approche Blazor Server. Alors c'est assez simple, vous allez faire comme en MVC un déploiement sur un serveur. Donc côté serveur vous allez avoir votre code C# qui va rouler et qui va faire les calculs. Et évidemment le navigateur va communiquer via Signal Air qui est une technologie Microsoft pour faire des communications entre le serveur et le navigateur. Donc évidemment vous allez renvoyer le HTML, enfin les assets statiques puis votre code. Le navigateur va créer son DOM et ensuite il va y avoir des échanges comme ça asynchrones entre les deux. Et la puissance de calcul est fournie par le serveur. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a des calculs, dès lors qu'il y a des traitements, eh bien c'est votre serveur qui les réalise. Il va chercher par exemple vos données dans une base de données, SQL ou NoSQL ou une API, peu importe. Et ensuite il va les monter en mémoire, il va les traiter selon ce que vous lui avez demandé de faire. Donc c'est assez classique. En revanche, pour WebAssembly, c'est assez novateur et il y a des grands avantages et des grands inconvénients. En fait, il ne va pas falloir se tromper dans le choix de l'une des deux solutions. Alors ici, ce qui est tout nouveau, c'est que les navigateurs puissent interpréter du code compilé comme .NET, donc les DLL vont être directement exécutés par le navigateur. Alors un gros avantage à ça, c'est que la force de calcul va être fournie directement par le navigateur et non par le serveur. Alors, qu'est-ce que ça change? Eh bien, dans les services infonuagiques pour les Québécois ou cloud pour les Français, avec mon accent anglais formidable, eh bien, vous êtes facturé la plupart du temps à votre usage CPU, à votre utilisation du processeur. Donc, plus vous avez du calcul, plus vous avez du traitement, plus ça va vous coûter cher. Alors qu'ici, avec cette architecture, eh bien, vous allez utiliser la vitesse du calcul du navigateur et donc du PC de l'utilisateur. Donc vous allez juste avoir un serveur qui va délivrer les fichiers statiques. Donc en soi, il va avoir besoin de très peu de ressources. Pas de RAM, un CPU extrêmement faible, il va juste délivrer un fichier qui sera un peu conséquent une fois, quoi. Puis après ça, ça va rouler automatiquement. Et en plus de ça, Blazor WebAssembly pourra fonctionner offline. Donc c'est assez génial. Mais alors, où est-ce que le bas blesse? Eh bien en fait, la grosse problématique, c'est que l'utilisateur, oui, il a la possibilité de faire les calculs sur sa machine directement. Donc ça vous décharge des coûts d'infrastructure. Mais en revanche, le gros problème, c'est qu'il a accès aussi à votre code source. Il pourrait très bien décompiler. Vos app settings, donc vos fichiers de configuration, sont aussi accessibles
par l'utilisateur. Et alors là, c'est sûr que ça va refroidir plus d'une personne. Parce qu'évidemment, dans la plupart des projets, on a besoin d'un accès à une base de données, à une API sécurisée. On a besoin d'une gestion des accès tout simplement. Alors à quoi ça sert si on ne peut pas se connecter à une base de données ou quoi que ce soit? Eh bien en fait, dans certains cas, comme une application qui ferait par exemple la conversion de salaire brut net, eh bien vous n'avez pas besoin de base de données, vous n'avez pas besoin de gestion d'accès, tout le monde peut y aller de manière anonyme et en fait votre application ne fait que du calcul. Ou sinon, vous allez chercher des informations sur une API publique qui n'a pas d'authentification, et bien là c'est intéressant également parce que ça vous permet de déployer une application qui a une vraie utilité, comme le convertisseur par exemple de salaire brut à salaire net, mais sans avoir de coût d'infrastructure parce qu'il y a 400 000 utilisateurs qui calculent leur salaire brut net par mois. Donc peu importe le nombre d'utilisateurs, de toute façon, vous livrez que les fichiers statiques. Alors évidemment ça va changer parce que plus vous allez avoir d'utilisateurs, plus vous allez délivrer des fichiers, plus vous aurez un usage. Mais ça sera moindre par rapport à un cas où on fait le calcul sur le serveur. Donc c'est vraiment intéressant d'un point de vue tarifaire ou WebAssembly, mais par contre, c'est pas vraiment sécuritaire dans le sens où on ne peut pas gérer évidemment les secrets, les passwords, etc. Voilà. Ceci étant dit, c'est important de choisir la bonne approche. Maintenant, vous le savez, on peut passer à la suite. Donc une fois que tout est installé, donc on a installé Visual Studio, on a installé .NET, on est parti, on va aller chercher notre application. On va lui donner un nom de projet, donc on va lui donner le nom de projet de Decode. Évidemment, la chaîne s'appelle Charles Decode. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un pouce bleu si ça vous intéresse. Et si vous voulez plus de contenu de haute qualité, non, j'essaye de faire au mieux, mais aidez-moi d'ailleurs dans les commentaires pour voir si je vais trop vite, si c'est pas audible, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, ou si je peux m'améliorer, bah, n'hésitez pas à me donner du feedback. C'est un peu comme du revue de code, mais c'est du revue de chaîne YouTube, on va dire. Bon, allez. Donc, Decode. Qu'est-ce que je pourrais mettre Qu'est-ce qu'on va mettre Decode. Qu'est-ce qu'on va mettre Ah, tiens, point monnaie. Ah, Decode.monnaie. Ah, c'est pas mal ça. Ça sonne bien. Et on va faire une application qui va justement faire une conversion de brut net. Ok. Donc, nom du projet, emplacement. Donc, moi, j'ai choisi un disque D. Donc là, vous le mettez où vous voulez dans vos documents. Nom de la solution, Decode.monnaie. Et on va laisser comme ça. Alors ici, vous avez déjà plusieurs questions qui vous sont posées. Est-ce que vous voulez configurer pour HTTPS? On va mettre oui, évidemment. Activer Docker, voilà, si vous voulez containeriser votre application pour le déploiement, on va pas aller jusque là de toute façon, je pense pas, quoique on pourra peut-être, ça peut être intéressant. Ok, et ici ce qui est intéressant aussi, c'est la portabilité de .NET, qui est pareil, retranscrite avec Blazor, ce qui n'était pas le cas forcément avec ASP.NET MVC, mais il y avait ASP.NET Core MVC qui le faisait. Mais là c'est cool, c'est aussi portable évidemment, c'est du .NET Core, c'est du .NET 6 même, je ne dois plus parler de Core. Et donc on va aller sur du Linux, parce que c'est moins cher. Et on est parti. Alors ici on nous demande, pour permettre le débugage dans un conteneur, doit être en connexion, voulez-vous démarrer Docker? Je vais dire non, parce que pour l'instant moi ça ne m'intéresse pas de débugger dans un conteneur, je m'en fous un peu, je vais mettre non. C'est pas ce qui nous intéresse, c'est un autre sujet. On pourra faire un sujet sur Docker, pareil. Et dites-moi en commentaire à chaque fois que quelque chose vous intéresse, ou faites vos demandes en commentaire, ça peut être intéressant. Donc là, on arrive dans notre projet, alors dans VS Code. Si vous avez choisi l'option VS Code ou Rider, vous aurez peut-être des fichiers qui s'afficheront et d'autres qui ne s'afficheront pas, notamment le fichier bin et obj. Vous en faites pas, c'est pas très important. C'est juste l'explorateur de solutions. Vu que Visual Studio est un IDE, il arrange les fichiers pour nous éviter de voir des fichiers qui n'ont pas nécessairement d'utilité pour notre développement. On est parti. Alors, on arrive ici, on a Connected Service, on s'en fout. On a nos dépendances, donc là c'est pareil, c'est créé par Visual Studio, c'est juste une vue. Donc là c'est où on aura nos packages. On passe pour la suite. Alors ici on a le fichier property. Le fichier property, il ne sert pas au développement, mais il sert au débugage local. C'est ce qui va nous permettre en fait de configurer nos web serveurs en local pour pouvoir lancer notre application. Alors, vous voyez, ici, il en a fait plusieurs des profils. Il a fait Decode Monnaie, qui est le nom, le bon nom de mon application. Il a fait un 2IS Express et il a fait un profil Docker. Alors moi, je vais supprimer le profil Docker. Je regrette d'avoir fait... d'avoir activé justement
Docker. Donc je vais supprimer ça et je vais garder ces deux autres profils. Et vous allez voir que là, hop, il a changé ici. C'était rapide. Il l'a viré parce qu'il avait pris celui-là par défaut et je vais plutôt lancer celui-là. Donc voilà, c'est juste ça. Si vous vous demandez c'est quoi le launch settings, bah maintenant vous savez, c'est juste une manière de configurer les web serveurs pour pouvoir lancer votre application en local. Donc c'est pas quelque chose qui doit se retrouver dans les repos. Voilà, ça doit être ignoré par Git, mais ça peut-être que ça parle pas à tout le monde. On y reviendra dans une autre vidéo. Alors maintenant que mon application est lancée, c'est merveilleux. Vous voyez, on arrive déjà avec une belle application. On a une page Home à la racine. Ici, on a une page Counter. On peut cliquer. C'est fantastique. Et on a un Fetch Data avec des prévisions météo. Je ne vais pas le prononcer en anglais, je vous épargne ça. Et donc, on nous dit que ce composant démontre la récupération de données depuis un service. Oui, je comprends l'anglais, mais je le parle mal. Ok. Alors maintenant, on est parti. On a vu, alors ici dans Visual Studio, pour ceux qui sont nouveaux, vraiment les fraîchement arrivés, qui viennent d'une autre technologie ou ceux qui n'ont jamais lancé un Visual Studio, il y en a certainement parmi nous, eh bien, c'est un outil de diagnostic qui vous permet de regarder en temps réel la consommation du CPU, de la RAM, etc. Donc c'est assez intéressant. Donc maintenant qu'on a lancé notre application, on a vu notre fichier Properties, on va descendre dans les fichiers. On a un fichier www.root. Alors c'est un fichier, on a l'impression que c'est quelque chose d'autre, mais pareil, la petite icône, c'est Visual Studio qui le met. D'ailleurs, on peut aller voir, ouvrir dans l'explorateur de fichiers, vous allez voir que c'est un petit peu différent de ce qu'il y a dans la réalité. Voilà, c'est ça, c'est vos vrais fichiers derrière. Ceux qui ont VS Code voient davantage ça. Vous voyez, c'est un dossier, ni plus ni moins. Donc là, on a notre CSS, donc le CSS qui permet de styliser, de coloriser, de pimper, évidemment, notre HTML, nos éléments graphiques. Ici, on peut avoir plusieurs choses. On peut avoir du JavaScript. On regardera comment on peut exécuter du JavaScript avec Blazor, même si l'objectif, c'est d'en faire le moins possible, parce que c'est ce que promet la technologie, d'éviter d'utiliser du JavaScript à tout va, et ça, on aime. Ça, on aime beaucoup. En tout cas, moi, j'aime. Je sais que s'il y a des gens qui sont fans du JavaScript, je sais que ça existe, ils vont peut-être m'engueuler. Alors, data, c'est un petit peu particulier. C'est un fichier qui est juste là pour la démo, juste là pour le template de base. C'est juste ce qu'on appelle un POCO, je crois, en Java, mais en .NET, on parle plus de DTO. En tout cas, moi, je utilise DTO, Data Transfer Object. Donc, c'est juste une classe qui représente un objet quelconque. Là, c'est une prévision météo avec une date, température en degrés, en Fahrenheit et une description. Ok. D'ailleurs, je n'avais pas vu la description. Ok, summary one. Ok, c'est juste pour dire à quoi ça correspond. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Voilà. 53 degrés, c'est froid. Ouais, ok. En Fahrenheit, avec un petit peu d'intelligence. Alors ça, c'est alors là, je le dis comme ça, c'est à proscrire l'intelligence dans une classe POCO. Je crois qu'on dit ça en Java. J'espère que c'est comme ça qu'on dit. Ou dans une classe DTO, enfin une classe qui sert à transporter ou représenter un objet, une entité, eh bien on essaye de l'éviter parce que c'est plus difficile à maintenir et on fera certainement une vidéo sur le sujet. On a donc notre service qui fait quoi? Qui fait juste de la récupération de données. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va récupérer les données depuis un truc aléatoire et puis il va aller chercher au hasard une description dans un arrêt de string, dans un tableau de string. On retourne en arrêt, en tableau. Bon, évidemment, on comprend vite que cette page-là, elle appelle ce service et elle affiche évidemment les prévisions que ce service a générées aléatoirement. Donc ça, on pourra supprimer, mais on le fera après. On arrive dans le fichier host. Le fichier host, ça va être, comme son nom l'indique, le fichier hôte en fait. Vous voyez, ça va être le fichier à la racine. Donc lui, il va aller instancier un composant de type app qui va être le master composant. C'est le big boss des composants. Donc ici, il y a quelque chose d'intéressant, on y reviendra après. Il y a un render mode. En fait, il y a plusieurs modes de rendering, donc de rendu. C'est bon, on le retrouve. On a notre paragraphe descriptif. Donc ici, vous avez forecast égale nul loading. Vous allez me dire, ouais, mais si c'est nul, pourquoi on va mettre loading? Parce qu'il se peut que ça soit vide, effectivement. Vide, c'est pas pareil que nul. Donc en fait, là,
à l'initialisation, notre service, il va renvoyer soit une liste vide, mais jamais nulle. Alors on va me dire, bah, pourquoi alors mettre égal égal nul si c'est impossible que ça soit nul? Et bien en fait, ça va être nul. Pourquoi? Parce que justement ici, dans le fichier host, on a mis serveur pré-render. Alors ce que ça fait, serveur pré-render, ça donne la page vide, c'est-à-dire que ça donne la page HTML, mais sans avoir exécuté ce code-là. C'est-à-dire que ça donne juste les éléments statiques, une première fois. Ce qui fait que toutes vos variables seront systématiquement nulles. Donc vous aurez systématiquement des erreurs et au début ça peut être un petit peu agaçant en se disant mais pourquoi j'ai des nuls refs partout alors que mon service répond des choses, est censé répondre des choses? Eh bien c'est à cause de votre mode serveur pré-render. Alors il y a plusieurs avantages à ça. D'une part ça répond plus vite au navigateur, donc le référencement se fait mieux. Google et les moteurs de recherche aiment ça quand ça va vite. Et deuxièmement, ça permet à l'utilisateur de voir directement la page au lieu d'avoir un rafraîchissement qui est extrêmement lent. Psychologiquement, ça fait plaisir de voir la page qui s'affiche et puis des loadings un petit peu partout. Si vous ne voulez pas qu'il y ait un pré-render, vous pouvez mettre le render mode en serveur. Et si vous faites ça, vous n'avez plus besoin de ce if-else qui va effectivement vous dégager quand même un peu de place dans votre code. Mais moi, je vais le garder parce que j'aime ça. Je pense que ça peut être une plus-value. Alors, des fois, je l'enlève. Ça dépend des cas, des situations. Ça peut être intéressant de l'enlever. Maintenant que c'est fait, on va regarder ce qui se passe ici. Vous avez vu que vous avez un protected override async task uninitialized async. Mon anglais est horrible. C'est horrible. S'il vous plaît, mettez pas de pouce rouge parce que mon anglais est vraiment dégueulasse. Mais bon, voilà, vous avez compris que c'est un protégé surchargé asynchrone tâche à l'initialisation asynchrone. Non, je la fais pas en version québécoise. Mais voilà, en tout cas, vous avez cette méthode qui est une surcharge. Alors vous allez me dire, ouais, une surcharge de quoi? On n'est pas dans une classe. Puisqu'évidemment, le mot-clé override veut dire qu'on surcharge une méthode qui devrait exister dans un parent. Mais là, on n'a rien. Ah, c'est là où j'ai ma première critique qui est adressée à cette méthode d'écriture du code behind. Ouais, pourquoi je ne l'apprécie pas? Parce que premièrement, là, le fetch data, on ne voit pas qu'il y a une classe derrière. Que le code behind, c'est une classe et qui hérite aussi d'une autre classe. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre directement la deuxième manière de gérer le code behind. Là, c'est la première manière de l'écrire. On va passer à la deuxième manière de l'écrire. Donc, la deuxième manière de l'écrire, elle est assez simple. On va ajouter une classe C# qu'on va appeler fetchData. .cs, ça sert tout seul. Et vous avez vu aussi qu'évidemment, il me dit fetchData existe déjà. Ah, alors attendez, si je supprime ça, ça va me l'enlever. Pardon, ça va me l'enlever. Ah bah non, pourtant j'ai supprimé le code. Ouais, effectivement, parce que là on commence à comprendre aussi que ça, c'est considéré comme une classe. Derrière, pour le framework, c'est une classe. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on va mettre le mot partial, qui veut juste dire que la classe est écrite en deux fichiers. Donc, qui est écrit premièrement dans le fichier Razor et deuxièmement dans le fichier fetchData. Mais là, on n'a pas résolu le problème d'avoir plein de fichiers un peu à l'arrache comme ça. Eh bien, en fait, si vous... Alors, il faut enlever le debugger. Eh bien, si vous renommez votre classe, donc F2 pour renommer, .razor, eh bien, vous allez voir que les éditeurs, normalement, vous le placent en dessous. C'est pareil sous Rider. Et je ne sais pas si c'est... Je pense que c'est pareil sous Visual Studio. Au pire, on peut le glisser, déposer, et normalement, on peut lui forcer la main. Mais si vous respectez la convention de nommage, ça se fait automatiquement. C'est assez magique. Donc là, on a vraiment du code behind. Et ça commence à avoir un peu plus de gueule que ça. Donc vous pouvez toujours laisser le code comme ça. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce code-là et on va le mettre vraiment dans notre classe. Comme ça, on a vraiment quelque chose de bien plus séparé. Et vous allez voir que ça n'a aucun impact, ça n'a aucun effet. Ça ne change strictement rien, mais par contre pour nous, ça nous soulage. Et là, on va dans Fetch Data. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, absolument rien. Il se passe comme tout à l'heure. Donc c'est parfait, c'est ce qu'on cherchait. Et donc, on en arrive au moment où on se pose la question, qu'est-ce que c'est que cet override? En fait, cet override, c'est une surcharge du composant de base. Ici, il faudrait imaginer qu'on ait ici un composant base
il y a un héritage qui se fait de composants base. Ici, on a plusieurs méthodes qui sont disponibles à la surcharge. Et si je fais projected, override, et que je regarde tout ce qui est disponible, il y a des méthodes qui correspondent à grosso modo à la gestion du cycle de vie d'une page classiquement, comme dans beaucoup d'autres frameworks. Eh bien, on va aller voir ça ensemble. On a un petit schéma qui est très bien fait avec le rendu, comment est rendu en fait un composant. Alors, on va voir déjà qu'il y a le rendu du parent d'abord. Donc le premier, ça va être le app, là, le gros. Ensuite, ça va être la page qu'on a appelée. Ensuite, ça va être les sous-composants. On verra peut-être ça plus en détail prochainement. Donc on a notre parent, puis une fois qu'on arrive à notre composant, ce qui se passe, c'est qu'on a l'instance du composant qui est créée, et tout de suite après, set parameter async. Ensuite, on initialize async. Une fois que la tâche est complétée, on attend et on rend. Et on a ce processus qui est appelé au premier render, mais également à chaque fois qu'on va re-rendre un élément de notre composant. Donc à chaque fois qu'on actualise un composant, eh bien on va pouvoir appeler onParameterSet, mais pas onInitialize, qui va s'appeler uniquement au début de notre composant. Alors, ceci étant dit, maintenant qu'on a vu un petit peu le cycle de vie de la page, on peut aller re-regarder nos différentes méthodes. On va voir qu'il y a plusieurs choses. OnAfterRender async, onInitialize async. En fait, il y a à chaque fois une méthode synchrone et une méthode asynchrone. Alors, ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une méthode asynchrone et synchrone, on pourra faire une vidéo sur le multithreading. On pourra explorer ensemble le multithreading. Mais il faut juste se dire que lorsque c'est asynchrone, que le programme va utiliser deux fils d'exécution dans votre processeur pour paralléliser deux opérations. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, alors je schématise, va me chercher des bananes, une fois que les bananes sont arrivées, je vais aller chercher des tomates. Non, là ce qu'il fait, c'est qu'il dit, ok, je crée deux sous-tâches, toi va me chercher des bananes, toi va me chercher des tomates, les deux partent en parallèle et il reçoit ça. Évidemment, c'est un petit peu plus compliqué que ça dans la réalité. Mais voilà, on va le faire comme ça. Donc à chaque fois, il y a une méthode synchrone, asynchrone. De toute façon, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Si vous avez un appel asynchrone dans votre méthode, l'IDE va vous dire « Ah, il y a une erreur. Faites Alt Enter et vous allez voir que votre méthode va passer en asynchrone. Enfin, il va aller chercher la bonne méthode à surcharger. Donc voilà. N'ayez pas peur, ça ne sera pas un frein sur votre développement. Vous pourrez apprendre ça tranquillement. Donc là, par exemple, on va aller chercher toutes les méthodes finalement synchrones. Donc on va aller chercher onInitialize, on va aller chercher onInitialize, on va aller chercher parameterSet et on va aller chercher la dernière qui est should_render. Donc d'ailleurs, si vous cliquez, vous faites un contrôle-clic ici, vous allez pouvoir aller dans le composant de base et vous allez pouvoir aller lire voilà ce qu'il fait. Donc c'est de ça que nos composants héritent naturellement. Il n'y a besoin de rien faire, il y a juste besoin de déclarer un composant, donc de faire un fichier .razor et vous allez hériter automatiquement de ça, de ce composant base que vous pouvez lire. Render fragment, tout ça, on le verra après. Bon, voilà. On va pas compliquer les choses, pour l'instant on est au début, on le verra après. Donc ça c'est parfait. Donc où est-ce qu'on va écrire notre code? Eh bien on va écrire notre code dans une des trois méthodes là. Si on va aller chercher des données, on va le faire à l'initialisation. Si on veut modifier peut-être du DOM ou faire des actions après que la page soit rendue, eh bien on va le faire ici. Si on veut faire une opération à chaque fois qu'il y a un sous-composant qui est rendu ou à chaque fois qu'il y a un paramètre qui est seté, on va le faire ici. Donc ce qu'on va faire pour comprendre le fil d'exécution, on va mettre un breakpoint dans chacune des méthodes. Et on va aller runner notre application et on va essayer de comprendre quel est le fil d'exécution. On va aller regarder comment le fil d'exécution s'exécute, dans quel sens, dans quel ordre plutôt. Donc c'est fait, donc je vais me mettre comme ça. J'ai eu un accent alsacien là où je... Ouais. J'ai eu un accent alsacien. Bon. Et on va aller dans notre page qui est la page Fetch Data. On rentre
Donc première exécution, on s'arrête dans onInitialized. Vous voyez qu'on est bien dans onInitialized, c'est la première. Ensuite, on va aller dans onParameter7. onParameter7, c'est bon. Et ensuite, dans onAfterRender. OK. Bon, on n'est jamais passé dans shouldRender, c'est normal, c'était pas indiqué dans le cycle de vie. Ça, c'est une méthode qui nous permet de dire, comme son nom l'indique, si le framework doit rendre ou non le composant. Par défaut, évidemment, c'est true. Donc c'est parfait. On a bien vu le cycle de vie de notre page. Donc là, vous voyez qu'on a un appel async, asynchrone. Et c'est là qu'on va chercher nos datas qu'on affiche. Donc voilà, pour ce composant-là, je pense qu'on a fait le tour. Il nous a permis de comprendre pas mal de mécaniques de Blazor. Mais c'est pas tout, il en reste encore. On va descendre avec la page index. Et là, c'est très intéressant, la page index qui contient presque rien. Mais elle contient cette ligne-là qui va nous intéresser. Donc on a bien notre titre H1 Hello World. OK. On a notre paragraphe descriptif. OK. D'ailleurs, ils auraient pu le mettre dans un paragraphe. Hein. C'est vraiment pas l'idéal là. Ouais, il faut prendre des bonnes habitudes. Alors là, le template Microsoft, il faudrait aller leur signaler qu'ils pourraient quand même éviter de faire des mauvaises pratiques. Je crois que c'est une mauvaise pratique de laisser du texte comme ça, sans balise. S'il y a des experts HTML, dites-moi dans les commentaires. S'il y a des intégrateurs, des font designers, dites-moi si je dis n'importe quoi ou pas. Mais je crois effectivement que des textes comme ça, hors balise HTML, c'est pas une très bonne pratique. On peut passer à la ligne suivante. Et là, c'est un survey prompt title How is Blazor working for you? Et donc, vous voyez que ça affiche ça. Alors, comment c'est possible? Eh bien, on va faire F12 dedans. Et hop, on va voir, si on synchronise, on va voir qu'on est ici dans le dossier shared. Et on est en fait dans un composant, tout simplement. Donc là, on commence à comprendre la mécanique et se dire, OK, donc index, il appelle un composant. Et c'est toute l'approche d'ailleurs de Blazor, en fait, l'approche composante. Ce qui est assez puissant, à vrai dire, puisque c'est du code compilé, testable, packageable. Ces composants-là, vous allez pouvoir les publier, les partager, vous allez pouvoir faire vos composants génériques. Et là, vous commencez à comprendre toute la puissance, tout l'aspect créatif que Blazor vous offre. Vous pouvez créer vos composants, vous pouvez les packager, vous pouvez les publier, vous pouvez devenir une rockstar sur GitHub. Vous pouvez peut-être même faire votre librairie et en vendre. Bon, ça se fait déjà. D'ailleurs, il y a des plutôt bonnes librairies. On pourra faire une vidéo, même une série de vidéos là-dessus. C'est assez intéressant. Donc, il y en a une gratuite dont j'aimerais vous parler. Moi, je trouve qu'elle m'aide beaucoup pour faire des dashboards. Je vous garde ça pour une prochaine vidéo. Si cette vidéo fait 15 likes ouais, bah, je suis rendu là. 15 likes. Pourquoi pas, je me dérangerai pour faire ça. Bref, en tout cas, ce composant-là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait quelque chose de très simple. Il affiche un titre. Et vous voyez que le title, là, il est ici en propriété de classe. Alors là, on ne le voit pas parce qu'ils ont mis le code dégueulasse en arrobas code. Mais imaginez que c'est un fichier C# en arrière. Une classe C# qui est liée. Une partiale. Eh bien, ça, ils l'ont décoré avec cette petite décoration pour dire que c'est un paramètre qu'on doit passer au composant quand on l'appelle. Et il l'affiche title directement ici. Ok, mais c'est génial. Donc ça veut dire que ici, je peux modifier mon titre et ça va modifier l'intérieur de mon composant. C'est super ça. On va lui mettre ça. On va compiler et on va voir si c'est vrai. Parfait, c'est super ça. Effectivement, c'est une variable que je viens d'injecter dans mon composant. Ce composant-là, j'aurais bien envie de le mettre ailleurs. Si je voulais le mettre, par exemple, dans ma page Fetch Data, tiens, ici. D'ailleurs, je vais mettre, vous acceptez les cookies. Ceci n'est pas une question. Voilà, on va forcer l'utilisateur à accepter tous les cookies, à être surveillé de partout. On lui dit c'est pas une question, paf, tu as accepté les cookies. On arrive, on lance et est-ce que ça va se faire?
Évidemment, ça va se faire, parfait. Donc ça veut dire que là, mon composant, il n'est pas dupliqué comme on pouvait le faire en ASP, MVC, même s'il y avait des partials, etc. C'était quand même assez redondant, difficile à réexploiter. Là, vous voyez que on a réutilisé un composant, on l'a appelé. Donc si je modifie mon composant, je peux le modifier partout. Je peux lui insérer facilement des paramètres, donc des propriétés. On peut penser qu'il pourrait avoir son propre service, qu'il peut aller récupérer de la donnée comme il le veut. On pourrait avoir un composant, par exemple, forecast, qui va chercher la météo. Et puis ce petit widget forecast composant, on peut le remettre dans toutes les pages, dans le layout, je sais pas. Enfin bref, il y a une infinité de possibilités qui s'offrent à nous et désormais c'est beaucoup plus simple maintenant de faire des applications avec des composants indépendants les uns d'entre eux. On n'a pas obligé d'hériter du même contexte et de travailler sur la même page avec les mêmes contextes de données. Et ça, c'est vraiment une grande force. On passe maintenant au dossier shared. Donc le dossier shared contient le main layout. Le main layout, c'est un layout qui a été déclaré dans le template. On pourrait déclarer le nôtre, on pourrait en déclarer même plusieurs. On va s'attarder à la première ligne. La première ligne très intéressante, on voit qu'il y a inherit. Ça veut dire que là, notre main layout hérite de component base. Donc si on va voir ce layout component base, on fait F12, on arrive dans layout component base, la classe, et regardez ce qu'il y a, c'est incroyable. Il y a le component base. Donc la magie dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, elle se fait là. C'est pas vraiment magique. C'est un héritage qui est fait aux parents. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que si on va dans le main layout, vous voyez qu'on hérite donc de layout component base du framework, qui lui-même hérite de component base. Et ici, on a une propriété body qui sort du layout component base, ici, qui est un type render fragment. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça peut paraître un peu complexe, mais ça veut juste dire que là, on va rendre un fragment de vue, donc on va rendre un composant, grosso modo. Ce qui veut dire que notre body, là, c'est un composant. Donc, in fine, lui hérite également de lui, parce qu'il est dedans, en fait, il est inclus dedans. Donc, ce qui veut dire que ici, tout le monde hérite de ça. Donc, tous mes composants, toutes mes pages héritent forcément de component base. Alors, je ne peux pas aller voir plus loin que ça, malheureusement, avec Visual Studio, mais Rider, par exemple, ou ReSharper, si vous connaissez, peut nous permettre d'aller explorer ça. On va s'arrêter ici pour la présentation. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Donc là, vous avez votre page title de la même manière. Donc là, vous avez une div englobante globalement. Et là, vous avez pareil, un nav-menu, une nav-bar. Et en fait, vous allez voir que c'est pareil, un composant qui est appelé de la même manière. Et vous avez vu, il y a un onClick. onClick qui va exécuter toggle nav-menu. Et donc, qui va juste dire si cette div-là a une classe collapse ou pas. On s'en fout, c'est juste pour fermer ouvrir la fenêtre. Ce qui est intéressant à retenir ici, c'est que vous avez un layout avec le render body, avec la propriété body qui va rendre vos composants pages, et ici, vous avez votre composant. Donc là, ça veut dire qu'ici, je peux faire mon layout. Par exemple, je n'ai pas envie, moi personnellement, d'avoir une sidebar sur le côté, donc je vais supprimer le composant plus tard sidebar, nav menu, et je vais en faire une navbar. Là, j'ai tout supprimé, je rends juste mes pages. Vous avez vu, c'est beaucoup moins sexy d'un coup, mais ça fonctionne bien comme on le pense. On a nos counters. Et là maintenant, ce que je pourrais faire, alors là il y a Bootstrap de charger de base. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste une petite présentation rapide pour vous montrer. Je vais mettre un container. Alors j'ai pas mes raccourcis clavier, je suis en PLS, comme disent les jeunes. Oh là 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 là. Voilà, c'est fastidieux. Ok. Et je vais mettre ça là. Bon, je suis pas sûr que ça soit une très bonne idée de mettre ça dans une colonne 12, mais c'est pas grave, c'est juste pour le test. J'ai mon layout qui est prêt à fonctionner. Donc là, je vais pouvoir appeler mes composants qui sont là dans toutes mes pages. Donc je vais mettre le footer, la navbar, une sidebar, j'en sais rien. Enfin bref, peu importe, cela dépendra de votre application et des besoins utilisateurs surtout. On n'oublie pas qu'on fait ça pour les utilisateurs avant tout. Donc voilà, c'est assez simple. Alors là, vous pouvez avoir plusieurs layouts. Souvent, il y a 2 layouts. Il y en a un pour le login, parce que dans le login, on ne veut pas forcément avoir la navbar, etc. Bon, voilà, on apprendra à en faire 2 prochainement. Donc là, on a vu nos 2 composants, on a déjà vu. Alors là, le import, ce fichier-là, il est intéressant. En fait, il va être important. Il va falloir déclarer à chaque fois que vous avez un nouveau namespace
avec vos composants. C'est-à-dire que quand vous allez faire un dossier, par exemple ici, si je fais un dossier component et que je fais un composant, le namespace va suivre, ce sera decode-money.component point ma classe, il faudra le mettre ici. Je vous montrerai, c'est rien de compliqué, mais ça peut être pénible à débugger parfois. Parfois, on peut ne pas comprendre pourquoi on a une erreur. On regardera ça plus tard. Donc là, on a notre app.result qui est notre composant star, notre composant phare. C'est le boss du boss du boss des composants. Là, c'est le parrain des composants. C'est vraiment l'ultime. C'est vraiment l'ultime. Donc, on voit que le routeur app.assembly, typeof app.assembly. Donc là, il va chercher son assembly. C'est ce que ça prend en paramètre. C'est l'assembly de l'application. Donc, quand on dit assembly de l'application, ça sera la DLL compilée. Donc, en fait, ça veut dire son projet. Globalement, je vais réduire ça comme ça. Je vais expliquer ça comme ça pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est qu'une assembly. Mais c'est juste qu'il va chercher en fait sa localisation, son type. Son type de projet, quoi. Pas évident à expliquer ça, mais voilà. Alors là, ensuite, on a quoi? On a deux balises. On a une balise found qui va nous dire si c'est trouvé. Donc, si l'URL est trouvée, on va aller donner le contexte de route data. Donc, les données de la route URL. Donc, vous voyez, quand je mets counter, ça va être donné tout ça. Et là, on va lui injecter ça et on va lui dire default layout, type of main layout. C'est là où on va injecter notre main layout. Alors, si on veut injecter un autre qu'on crée, on pourrait faire une autre chose. On pourrait faire my custom layout. Vous voyez, c'est tout à fait possible. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on va donner main layout. Ensuite, on a focus on navigate, route data, selector H1. Pour être je sais pas du tout. Alors là, pour être très honnête, j'ai aucune idée de ce que c'est. Donc je vais aller chercher sur Google et je vais vous redire. Ok, je suis en train de tricher, en train de regarder Internet. Donc ce qui nous dit, alors c'est très important ça aussi, Blazor et Microsoft documentent assez bien, même si parfois c'est fouillis, mais c'est tellement énorme qu'on ne peut pas leur en vouloir. Je ne sais pas combien de personnes travaillent sur la librairie Microsoft, mais gros big up à eux parce qu'il y a énormément de choses, énormément de matière, donc c'est très difficile à maintenir, à tenir à jour. Et je trouve que c'est plutôt bien fait, même si parfois on peut leur reprocher des choses, mais vu la charge de travail, c'est quand même assez remarquable. Donc là, vous voyez, il y a tout de suite l'information. J'ai été regarder Focus on Navigate Clays. Bon, ça paraît évident maintenant que j'ai la description sous les yeux, mais c'était pas forcément évident. Et en fait, c'est une chose très importante, c'est pour l'accessibilité. Ce que ça fait, ça vient définir sur quel élément le focus du navigateur va se faire quand on charge une page. Alors, c'est quoi le focus du navigateur? Alors là, si vous faites ça, si vous allez sur une page et vous faites Tab, vous allez voir que ici il y a un focus. Et bien c'est ça le focus, c'est que l'élément est sous focus tout simplement. Et ce que ça permet, ça permet à l'assistant de lecture audio de Windows ou du navigateur, de lire le texte. Donc ça permet aux personnes malvoyantes et toute autre personne en situation de handicap qui ne pourrait pas lire correctement votre page, ça permet de l'écouter, de l'entendre. Donc ça permet de lire le texte. Hello, world. Welcome to your new app. Sortie du narrateur. Donc ça c'est dans le cas où c'est trouvé. Donc, quand c'est pas trouvé, qu'est-ce qu'on fait? On fait un page title not found. Et là, on va envoyer notre layout pareil. Là, on pourrait changer. On va envoyer notre layout, notre main layout. Mais là, c'est intéressant, par exemple. On pourrait changer. On pourrait se dire, ok, dans le cas où c'est pas trouvé, je mets un autre layout. Je voudrais peut-être pas ma navbar. Bon, j'en sais rien. Mais on va mettre sorry, there is nothing at this address. Donc voilà, donc ça c'est bon, c'est pour le big boss de notre composant. On l'a passé en revue. Maintenant, on va à l'appsettings.json. Qu'est-ce que c'est? Là, c'est facile pour ceux qui ont déjà fait du C#.net. Pour les autres qui commencent en C# ou en .NET, en fait, c'est notre fichier de configuration. C'est ici qu'on va mettre nos configurations. Donc, si on a des mots de passe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici user, test, et ici password. Et là, on va mettre nos secrets. Il faut vraiment mettre ça et pousser ça sur les branches. Non, faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Alors ça, c'est très important. On met jamais de fucking mot de passe ici. Là, le app settings, c'est juste pour mettre ici, comme ça. Et on verra dans une prochaine vidéo comment bien gérer les secrets, comment bien gérer les passwords, comment ne pas les écrire ici. Ici, c'est très important
pour vous d'avoir effectivement la structure de vos configurations. On verra ça en détail plus tard. Et dans App Settings Développement, c'est pareil, on ne met pas de mot de passe. Vos mots de passe locaux, vous les mettez pas ici. Alors vous allez me dire, ceux qui sont un peu plus avertis et qui le font, oui, mais quand je push ou quand je commit, j'efface, etc. C'est sûr et certain, vous allez l'oublier une fois, ça va être dans votre repo distant ou ça va être dans votre historique Git. Et là, c'est une faille de sécurité. On peut escalader et puis après, voilà. On l'a tous fait, je l'ai déjà fait, je pense qu'on l'a tous déjà fait et ça arrive, mais il faut juste savoir la bonne manière de le gérer, c'est ultra simple. Si ça vous intéresse, j'ai fait une petite vidéo short là-dessus parce que c'est un thème un peu spécial et je pense que ça peut être très intéressant de l'avoir isolé. Donc n'hésitez pas à cliquer pour voir comment on gère ces mots de passe là, autrement que là. Donc là, vous avez un Dockerfile. Là, c'est parce qu'on a cliqué sur la petite case à cocher. Il nous a fait un Dockerfile pour justement dockeriser notre app. Donc bref, on passe. Vous avez la classe programme qui est la classe d'entrée, c'est-à-dire que quand votre application va rouler, c'est cette classe-là qui va être appelée en premier. C'est la classe d'entrée de votre programme Blazor, de votre web app Blazor. Et on va la passer en revue. Alors, qu'est-ce que ça fait ce programme.cs? Ça commence à créer un builder de type web application. Donc, si on va regarder ce qui se passe dedans, donc on arrive dans web application et vous avez vu que son constructeur est interne, donc on ne peut pas l'appeler directement. En revanche, la méthode createBuilder doit certainement renvoyer une instance. Voilà. Donc createBuilder, ça crée juste une instance d'application. Donc là, vous avez créé votre application. On le stocke dans Builder. Et ici, vous allez pouvoir déclarer vos services. On y reviendra, ça sera un sujet super important. L'injection de dépendance, c'est pareil. On va faire une vidéo spéciale là-dessus. Vous pouvez la retrouver ici. Faut pas que j'oublie de mettre à jour, sinon j'aurais l'air con. Et donc là, c'est pareil, on peut gérer les configurations sur les environnements. Donc là, on voyait que quand c'est en développement, on va justement utiliser un exception handler, donc c'est juste un gestionnaire d'erreurs, et on va renvoyer la page erreur, vous voyez la page un petit peu particulière que je vous avais dit, donc ça sera ça ici, cette page-là qui va être renvoyée quand ça sera une erreur. Ensuite, on a un use HTTPS redirection, donc là c'est certainement, voilà, c'est pour rediriger les requêtes HTTP vers du HTTPS pour avoir du HTTPS only, évidemment, qui est inévitable en 2022. HTTP ne doit plus exister en 2022 sans protocole de chiffrement, il faut être clair là-dessus. D'un point de vue sécurité, ça ne peut plus exister. Use static field, donc ça c'est pour distribuer des fichiers statiques, donc pour aller chercher des fichiers dans www.route par exemple. Use routing, donc ça c'est pour le routing. Map Blazor Hub. Donc ça c'est pour signal R, donc c'est toute une poutine interne. Et le app run qui va justement lancer l'exécution de notre application Blazor. Et voilà, on a fait le tour, on a bien disséqué Blazor, on a bien regardé ce qu'il y avait dedans. Maintenant on va s'amuser avec et ça sera l'occasion de faire une autre petite série de vidéos. Je ne sais pas si celle-là va sortir en une ou deux fois, donc peut-être que ce sera une deuxième vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas encore une fois à commenter, à vous abonner, à liker, à partager, à faire ce que vous voulez avec cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à réagir sur le contenu, sur le fond, la forme, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous aimeriez avoir en plus, en moins. Bref, moi je vous dis à bientôt, j'ai faim, je vais manger.